Bonsoir à tous. Ravi d'accueillir avec vous David Diop, qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir pour parler de la porte du voyage sans retour et autour d'un thème qui prolonge donc la question de l'amour, une passion empêchée. Alors, qu'est-ce qui empêche une passion d'advenir? On va en parler avec vous longuement. Donc, David Diop, vous êtes écrivain, professeur de littérature à l'Université de Pau. Vous avez publié un certain nombre de romans, notamment Frères d'âme, pour lequel vous avez reçu le Goncourt des lycéens en 2018, et puis l'International Booker Prize l'année suivante. C'était un roman historique très fort qui nous parlait d'un soldat pris dans la tourmente. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la porte du voyage sans retour, qui est un roman d'amour. Ce serait un peu court peut-être de le définir ainsi, mais en tout cas, il y a une histoire d'amour très forte au centre. Qui nous raconte l'histoire? Eh bien, c'est Aglaé. Aglaé Adanson, personnage du XVIIIe siècle, votre siècle que vous connaissez bien, et qui, au début du roman, découvre Aglaé Adanson, on va en parler, est une femme assez libre, une femme très inspirée des Lumières, et qui découvre, au début du roman, le manuscrit de son père, Michel Adanson. Michel Adanson est une figure historique qui lui aussi a existé, un botaniste réputé qui est parti à 26 ans étudier la faune et la flore au Sénégal. Il est de ces esprits des Lumières au XVIIIe siècle, passionné par les cultures autres que la sienne, à l'instar de Diderot, Montesquieu, Rousseau. Et donc il découvre l'Afrique, et il va chercher de nouvelles connaissances parmi les Africains, et en tant qu'homme des Lumières, il croit qu'il va pouvoir au Sénégal s'inspirer de la faune et de la flore et oublier l'esclavage qui est au plus haut, à son sommet, organisé par les Français, entre autres au Sénégal. Mais il va rencontrer Maram, troisième personne du roman, et c'est elle qui va prendre la troisième voix dans le roman, puisqu'il y a donc Aglaé, Michel et ensuite Maram. Maram est une esclave, Maram est une guérisseuse, c'est une femme très imprégnée par les connaissances de son pays, c'est aussi une figure mystique, et il va vivre une histoire d'amour avec elle, une histoire d'amour empêchée, évidemment. C'est donc un livre puissant d'amour et de réflexion sur la possibilité de deux êtres de s'aimer dans un monde qui l'interdit, dans un monde gouverné par l'enfer de l'esclavage. Alors, ma première question, David Diop, est la suivante. La porte du voyage sans retour, c'est un lieu très précis au Sénégal. Comment vous est venu ce titre, et est-ce que ce titre, pour vous, déterminait l'histoire du roman? Oui, alors merci pour cette introduction. La porte du voyage sans retour, c'est une porte qui existe sur l'île de Gorée, qui se trouve au large de Dakar, au Sénégal. Et c'est une porte qui se trouve dans la maison des esclaves, une maison qui est dédiée à la mémoire de l'esclavage au XVIIIe siècle. Et c'est une porte qui se trouve au fond d'un couloir assez sombre et qui se découpe sur l'océan Atlantique, une porte donc très lumineuse en fait sur l'océan. Et quand j'étais jeune, j'allais assez souvent à Gorée, et il y avait un conservateur qui s'appelait Joseph Ndiaye qui a nommé cette porte la porte du voyage sans retour. C'est-à-dire la porte que de nombreux Africains, la dernière porte africaine que des Africains ont franchie avant d'aller aux Amériques. Et ça m'est paru comme une évidence de donner ce titre-là à mon roman, ce qui n'a pas été discuté par l'éditeur, parce qu'il y a des négociations entre les éditeurs et les écrivains autour des titres des romans, mais en tout cas, pour celui-là, il n'y a pas eu de négociation, parce que c'était lié, justement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, aussi à une histoire d'amour impossible. Et l'histoire d'amour impossible par excellence, pour moi, c'est l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, mais pas que pour moi, évidemment. Et j'ai tenu à associer l'histoire de Michel Adanson et de Maram au mythe d'Orphée et d'Eurydice. Et
ça ne m'est pas venu non plus par hasard, parce que quand j'ai fait des recherches sur Michel Adanson, sur sa biographie, je suis tombé donc sur sa nécrologie. Et la personne qui s'est chargée de cette nécrologie, ou cette notice nécrologique, a précisé à un moment donné, et ça m'a beaucoup frappé, que Michel Adanson aimait un opéra, et que cet opéra, c'était l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Et il a été ajouté dans cette notice que chaque fois qu'il entendait cet opéra, il pleurait. Et donc je me suis dit, je vais inventer la raison pour laquelle Michel Adanson pleurait en écoutant cet opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Et la porte du voyage sans retour, c'est cette porte, c'est ce passage entre les enfers ou des enfers et la vie. Et je crois que le titre convenait finalement à la fois à la localisation de l'histoire, c'est-à-dire à Gorée, et aussi à l'histoire d'amour empêchée. Et sans dévoiler l'intrigue, il y a à cet endroit particulier une scène extraordinaire où là on voit que l'amour ne pourra pas avoir lieu, une scène presque hollywoodienne dans votre livre qui dans votre langue très retenue et très sobre, mais à cet endroit-là, le moment où voilà, l'amour va vraiment être empêché, là vous avez voulu faire monter très haut et l'empêchement de l'amour et le drame de l'esclavage qui se joue derrière. C'est ça. Oui, j'ai souhaité situer une action cruciale dans le roman à cette porte-là, c'est-à-dire au moment du passage. Et je me suis inspiré aussi de l'opéra de Gluck, parce que Gluck, en fait, a écrit évidemment un livret en allemand qui a été traduit en français, et la représentation a été jouée le 2 août 1774 au Théâtre du Palais Royal à Paris, et on avait demandé donc à ce que le livret soit traduit en français. Et j'ai cité en exergue un passage de ce livret, et ce passage, c'est le moment où Eurydice reproche à Orphée de ne pas la regarder, de lui prendre simplement la main, mais de ne surtout pas vouloir la regarder, parce que la regarder, c'est la renvoyer aux enfers, c'est empêcher le passage à la vie. Et donc, le passage, il devait se faire main dans la main. Donc, c'est peut-être ça qui est hollywoodien, comme vous l'avez dit, mais ce passage-là était pour moi intensément dramatique, même au moment où je l'écrivais, parce qu'il rapprochait finalement l'opéra de cette scène aussi, qui est un peu théâtrale, de cet empêchement ultime. À vous écouter, je pense que tout le monde a remarqué que votre connaissance très profonde du XVIIIe siècle a nourri ce livre. Et je le disais, c'est presque tout est vrai. Commençons par Aglaé. On en parlait tout à l'heure. Pour vous, c'était évident qu'il fallait que ce soit elle qui découvre l'histoire de son père et de Maram. Et voilà, pourquoi introduire le roman par cette jeune femme ? Alors, parce qu'en faisant des recherches sur Michel Adanson, j'ai fini par en faire sur Aglaé, sa fille, qui était une femme extrêmement libre. C'était une femme qui, et je le raconte un peu dans le début de mon roman, a été mariée 2 fois et qui a eu un enfant, un garçon, avec un homme, sans être mariée avec lui, ce qui était très mal vu au XIXe siècle. Une femme donc qui avait eu finalement l'outrecuidance d'avoir une vie amoureuse et un enfant hors du cadre du mariage. Et un des personnages que j'associe à Aglaé, c'est l'architecte qui a rénové le château de Baleine, parce que la famille Adanson possède encore le château de Baleine qui se trouve dans l'Allier, pas loin de la ville de Moulins. Et il y a des arbres d'un arboretum que Aglaé Adanson a planté
il y a 2 siècles. Bon, je ne suis jamais allé encore, j'ai tout appris sur des livres, mais j'irai un jour peut-être. Et il me semblait très important que cette jeune femme libre eh bien, puisse avoir comme héritage de son père eh bien, ce récit ou cette histoire cachée de son voyage au Sénégal où il fait preuve lui-même de liberté. Je voulais qu'il y ait une histoire de transmission entre le père et la fille. Et tout le début du roman consiste, dans le fond, à préparer la transmission, mais surtout à assigner cette transmission à la volonté de la fille, Aglaé, de connaître son père. Je voulais, et puis ça c'est très XVIIIe siècle, que Aglaé trouve un manuscrit qui était caché, mais pas tout à fait caché, qu'elle retrouve dans les souvenirs de son enfance avec son père, les rares souvenirs où ils étaient attachés l'un à l'autre, les indices qui lui permettraient de trouver ce manuscrit caché. Et pour moi, c'était vraiment essentiel que nous, lecteurs, enfin, vous voyez, j'ai commencé par lire l'histoire que j'écrivais, que les lecteurs lisent l'histoire du voyage secret de Michel Adanson au Sénégal, de cet amour qu'il avoue à sa fille, qu'il le lise par-dessus l'épaule de sa fille, que nous lisions le texte par-dessus l'épaule de sa fille. C'est une technique littéraire que j'aime bien, romanesque, et qui appartient au XVIIIe siècle, qui fait que le lecteur rentre comme par effraction dans une intimité. Mais en même temps, l'histoire de Michel Adanson à sa fille, c'est une histoire qu'il destine à sa fille, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour qui peut être un enseignement pour elle aussi. Et je pense peut-être que j'ai imaginé qu'elle a écouté cet enseignement puisqu'elle a eu cette histoire d'amour avec l'architecte qui apparaît au début du texte et qu'elle a eu un fils avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'intéressant à ce que le livre s'ouvre sur une femme qui a une relative liberté de vivre sa vie et se clôt par la voix d'une autre femme qui, elle, n'a aucune liberté ni extérieure ni intérieure et qui est Maram, esclave. Oui, les 2 figures féminines sont proches dans leur refus d'une oppression masculine. Aglaé, on vient d'en parler, mais Maram, elle, évidemment, elle a une histoire familiale qui est difficile, puisqu'elle a été victime d'une tentative de viol, d'inceste, et que c'est la raison pour laquelle, finalement, elle va peut-être devenir esclave. Donc, cette violence faite aux femmes, pour moi, était importante. Et je voulais que ces violences soient en regard, géographiquement, parce que Aglaé, quand elle va vers le château de Baleine, où elle va rencontrer le manuscrit de son père, que son père lui a laissé dans un tiroir caché, eh bien, elle fait un voyage initiatique, en quelque sorte, de Paris jusque dans l'Allier. Et Michel Adanson, lui, dans son récit de voyage, va de Saint-Louis du Sénégal jusqu'au Cap-Vert. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai découvert après coup que les 2 voyages, géographiquement, avaient la même longueur, en fait. Qu'il y avait comme une sorte de parallèle au kilomètre près entre ce voyage de Baleine à Paris, ou de Paris à Baleine, et de Saint-Louis au Cap-Vert. Eh bien, ce parallèle, il est aussi entre ces 2 jeunes filles qui partent et qui essayent de trouver une forme de liberté malgré l'oppression dont elles sont les victimes. Il y a chez elles une sorte aussi de parcours initiatique vers une libération. Alors, vous parlez de Michel Adanson, donc je l'ai dit, un homme des Lumières, jusqu'à un certain point, ça va être aussi ça l'histoire du livre, un homme des Lumières et un homme de son temps. Pour vous, intellectuel, était-ce particulièrement riche d'écrire sur un intellectuel du XVIIIe siècle? Oui, Michel Adanson, c'est un cartésien. Alors, vraiment, il fait sienne cette phrase de Descartes qu'on connaît beaucoup,
et qui dit que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, et cette phrase se trouve dans le discours de la méthode. Alors, on pervertit un peu le sens de cette phrase. Descartes disait qu'il fallait, en disant cette phrase, étudier la nature pour s'éloigner de la superstition. Mais cette phrase, aujourd'hui, on la lit différemment. Et on la lit différemment parce qu'en effet, nous nous sommes rendus comme maîtres et possesseurs de la nature. Nous avons exploité la nature, nous pillons la nature. Et j'ai voulu que Michel Adanson, cet homme des Lumières, rencontre une autre façon de comprendre le lien entre l'homme et la nature, et que la personnification de cette façon différente de rencontrer l'homme et la rencontre différente de l'homme et la nature soit personnifiée par Maram. Maram vient d'une société traditionnelle où, plutôt que de percer les mystères de la nature, on essaie de se les concilier. Il y a une coopération avec la nature plutôt qu'une volonté de l'expliquer pour mieux la maîtriser. Et j'ai voulu qu'il tombe aussi amoureux à la fois Maram, mais de sa représentation du monde. C'est-à-dire qu'il fasse ce pas de côté que permet l'amour pour sortir d'une vision du monde et aller vers une autre. Et donc, ces personnages sont deux personnages de roman, mais ce sont aussi un peu des personnages qui représentent chacun leur monde et leur façon différente d'appréhender la nature. Et je pense qu'il y a une rencontre manquée au XVIIIe siècle, et peut-être même avant, entre plusieurs représentations du monde qui sont plus ou moins violentes par rapport à la nature. Est-ce que ce sont deux représentations du monde entre lesquelles vous-même vous avez grandi et vous vous êtes formé intellectuellement ? Oui, je pense. C'est-à-dire que, dans le fond, ce que je fais dire à Maram sur sa façon, par exemple, d'appréhender son totem protecteur, eh bien, moi, j'ai baigné dans cela. Alors, au Sénégal, évidemment, la religion principale, c'est la religion musulmane, mais il y a toujours, très vivace finalement, dans la population, règnent toujours des croyances qui sont plutôt animistes et où finalement on respecte la nature, on la craint aussi un peu et où on essaie de se la concilier par des charmes ou des sortilèges ou des gris-gris. Donc j'ai vu cela et je ne me suis jamais posé en juge de cela. C'est-à-dire que je n'ai jamais pensé, en vertu d'une raison et d'une rationalité qui me serait venue de ma part et de ma sensibilité occidentale, je ne me suis jamais permis de les réfuter sans discussion. Parce qu'il y a une sagesse dans les superstitions. Par exemple, quand dans mon roman je fais référence aux laobés. Les laobés au Sénégal, en fait, ce sont les boisseliers, ceux qui travaillent le bois. Eh bien, un laobé, avant de couper un arbre, eh bien, lui demande la permission. C'est-à-dire qu'il essaie de se concilier cet arbre qui va mourir. Mais c'est une façon, dans le fond aussi, peut-être, de protéger la nature. Si vous coupez des arbres par centaines sans réfléchir aux conséquences, ou si vous en coupez un et que vous lui demandez la permission, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que finalement, vous restreignez le droit de couper un arbre comme on coupe une herbe. Alors, Maram, elle personnifie absolument ce dont vous parlez, c'est-à-dire cette connaissance de l'ombre et même une forme de mysticisme. Et ses apparitions, parce que c'est un roman dont les images sont extraordinairement maîtrisées, ses apparitions sont extraordinaires quand elle est dans cette peau de boa. Est-ce que vous aviez comme ça envie d'en faire presque une sorcière, au départ du moins, dans l'œil d'Adanson ? Alors Michel Adanson, le vrai Michel Adanson, quand il est arrivé au Sénégal, il s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des connaissances sur la pharmacopée, sur les plantes médicinales,
et que ces connaissances n'étaient pas traduisibles par les truchements ou les traducteurs habituels. Ces traducteurs habituels, ils étaient des traducteurs pour le commerce, mais ils ne savaient pas comment traduire une science locale, un savoir local sur la propriété des plantes. Donc il a appris le Wolof. Et c'est ce qui fait vraiment l'originalité de ce savant, c'est qu'il a appris la langue Wolof. Et donc il a rencontré en fait des guérisseurs ou des guérisseuses. Pas nécessairement des sorciers, mais des gens qui savaient quelles pouvaient être les propriétés des plantes. Et si j'ai voulu finalement que Maram apparaisse d'une façon aussi mystérieuse, c'est que dans le roman, j'ai souhaité qu'elle se dissimule et qu'elle échappe en quelque sorte aussi à son destin en s'appuyant sur la crainte qu'elle pouvait inspirer par son déguisement. Mais Michel Adanson, lui, a peur dès qu'il la rencontre. Bon, ensuite, il va être plutôt fasciné par elle, mais il y a ce mouvement de retrait, de peur face à une étrangeté qui consiste, et ça c'est très chamanique, à associer un animal à un humain. J'ai appris il y a quelque temps, enfin je me demande d'ailleurs si c'était il y a quelque temps, qu'en Amérique du Sud, on associe à votre personnalité un animal. Et j'ai rencontré une personne qui avait été associée à un alligator. Je ne l'ai pas regardé de la même façon après. Mais il avait fait tout le rite chamanique et il avait suivi un processus où il avait absorbé des plantes. Et cette confusion entre l'animal et l'être vivant, elle est, je pense, enfin, l'être humain, pardon, elle est primordiale. Elle inspire à la fois la crainte, comme vous l'avez dit, mais une forme de fascination. Et elle est symbolique aussi du lien de l'homme avec la nature qui l'entoure. Alors, pour illustrer justement cette vision qu'Adanson a de Maram et la manière, et ça c'est aussi peut-être une réflexion sur l'amour, vous allez nous y répondre, mais la manière dont elle-même, par son existence, va transformer la vision qu'il a des paysages, du pays, de la culture. Est-ce que vous voulez bien lire, page 148-149, un passage justement où il est face à elle? Volontiers. Je compris soudain. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Maram nous avait donné de la lumière de mer. L'eau du baquet diffusait ce halo bleuté tirant sur le vert pâle que j'avais déjà pu observer en pleine nuit lors de mon premier voyage en bateau de l'île de Saint-Louis à l'île de Gorée 3 ans auparavant. Je m'étais réfugié sur le pont pour fuir la chaleur étouffante de la cale où, estoupant de la bru, m'avait fait installer, au mépris des lois de l'hospitalité et de l'humanité, malgré le maire dont il savait que je souffrais. Alors que notre bateau était arrêté à mi-chemin entre le continent et l'île de Gorée, j'avais pu contempler ce phénomène de la nature souvent décrit par les marins habitués à franchir la ligne des tropiques. Parfois, dans ces zones torrides, la mer s'illumine de l'intérieur et paraît soudain détenir l'étrange capacité de laisser voir tous les trésors cachés de ses abysses. Et c'est ainsi que mon mal de mer avait disparu quand j'avais vu glisser sous la travée du bateau immobile des milliers de formes aussi scintillantes que des pierres précieuses cousues dans la trame d'un tapis de lumière et serties de filaments d'algues, tantôt argentés, tantôt dorés. Que Maram ait récolté cette eau salée et phosphorescente pour illuminer sa case la nuit accrut la tendresse que j'éprouvais pour elle. Si je ne partageais pas sa représentation du monde, ni ne croyais à l'existence de son Rab, chimère d'une de ces religions archaïques où l'homme et la nature faisaient corps, je fus exalté à l'idée que nous ressentions le même attrait pour les belles choses, fussent-elles inutiles. Car si la luminescence provenant du baquet d'eau de mer éclairait bien moins qu'une bougie et encore moins qu'une lampe à huile, elle était d'une beauté émouvante. Maram et moi
étions également sensibles aux mystères de la nature, elle pour se les concilier, moi pour les percer. C'était une raison de plus de l'aimer, s'il est vrai que la raison a quelque chose à voir avec l'amour. C'est toute la question du livre, c'est-à-dire jusqu'où Adanson va pouvoir être transformé par l'amour. Jusqu'où sa raison va pouvoir peut-être, sa vision va pouvoir vaciller légèrement par la rencontre. Je ne dirai pas la fin du livre, mais vous n'êtes pas forcément un écrivain romantique. Il y a une lectrice qui m'a dit mais vous êtes très sentimentale. C'est pas la même chose. Est-ce que cette question vous intéressait, vous qui connaissez si bien aussi les hommes du XVIIIe siècle, de voir jusqu'où ils pouvaient aller dans la réflexion sur la liberté? Alors, il y a un écrivain que j'adore, c'est Diderot, qui lui très clairement dit dans les parties de l'histoire des deux Indes prêtées à l'abbé Raynal, mais il en a écrit beaucoup sur l'esclavage, qui dit que selon lui, l'esclavage est une chose absolument à proscrire. Michel Adanson, lui, c'est plutôt un homme de son siècle, c'est-à-dire qu'il tolère dans le fond l'esclavage, mais il le trouve pour des raisons qui ne sont pas philanthropiques, mais des raisons économiques absurdes. Il dit dans des textes qu'on lui connaît que, eh bien, ce serait plus rationnel de conserver des esclaves volontaires, c'est une formule que je lui dois, sur le socle africain continental plutôt que d'envoyer aux Amériques. Sur le chemin, il y en a trop qui meurent et la canne à sucre pousse aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'aux Antilles. Ça, il le dit. Mais c'est quelqu'un qui, justement, parce qu'il a appris la langue wolof, rencontre une civilisation et, dans le fond, peut-être est troublé par la connaissance qu'il peut avoir de la société à travers la langue. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, on a en fait les brouillons de Michel Adanson. Et dans ces brouillons, il a collecté toute une série de contes, de légendes, qu'il a transcrites en wolof, mais en alphabet romain, et où il raconte, en quelque sorte, où il transmet ce qu'il a entendu comme sagesse populaire, comme conte, comme légende, dans ces assemblées qui se tiennent généralement la nuit, et donc qui montre qu'il a une sensibilité qui est un peu différente. Par exemple, il ne fait pas que de la version, c'est-à-dire il ne traduit pas le wolof en français systématiquement, il fait du thème. Alors ceux qui ont fait du latin au lycée savent que le thème c'est une catastrophe, tandis que la version on peut s'en tirer. Il traduit un poète italien qui s'appelle Métastase en wolof. Et ça, on retrouve ça dans ses papiers. Et ce poème s'intitule « De l'indépendance et de la liberté ». Donc, il y avait un poème qu'il connaissait par cœur, en français, traduit de l'italien, et il l'a traduit en wolof. Et sa traduction en wolof est tout à fait impressionnante. Et donc, vous avez peut-être des hommes comme Michel Adanson, qui sont des hommes de science, qui font l'épreuve de l'altérité à travers leur corps. C'est-à-dire que, par exemple, il a goûté au couscous de requin. Et au début de son voyage, il dit « j'aime pas du tout le couscous de requin ». Et à la fin de son voyage, il dit « ah, c'est pas si mal ». Il a observé que les gens se soignaient avec des feuilles de baobab. Et alors que tous les Français qui étaient là mouraient de fièvre, lui a pris ces décoctions parce qu'il a observé. Il s'est teint les mains au henné aussi, pour voir si finalement le henné ne pourrait pas convenir aux coquettes de Paris. Donc c'est quelqu'un qui avait ses préjugés, et des préjugés très forts comme ceux de son temps, mais qui a fait l'épreuve de la rencontre avec l'autre, et qui peut-être en est sorti un peu déplacé, un peu changé
Parce que quand on lit, par exemple, les témoignages de gens qui l'ont rencontré après son voyage au Sénégal, on sait qu'à la fin de sa vie, il était en position, il aimait lire accroupi. Pas sur un fauteuil, accroupi. Parce que c'est comme ça qu'il avait vu au Sénégal des gens avec une attitude corporelle de ce type-là. Et dans son testament, il donne une pièce à des amis à lui, ou un louis d'or, je crois, pour qu'il festoie le jour de son décès et ne s'attriste pas, et festoie comme le font les nègres du Sénégal, sages et philosophes. C'est écrit noir sur blanc sur son testament. Donc c'est quelqu'un qui a fait un petit pas de côté. Et en le faisant tomber amoureux de Maram, je lui ai fait faire un grand pas de côté. Et comme tous les grands personnages de romans, il est très ambigu. C'est pour ça qu'il est intéressant. Et c'est vrai que par rapport aux négriers, notamment le gouverneur du Sénégal, Estoupin de la Brue, que vous faites apparaître et qui, eux, sont des brutes, mais formés par un certain esprit qui est celui de la certitude de l'infériorité des peuples du Sénégal. Lui apparaît voilà, comme quelqu'un d'extrêmement progressiste, mais enfin bon, jusqu'à un certain point, puisqu'il n'ira pas jusqu'à se battre contre l'esclavage. Oui, oui, c'est justement, comme vous le disiez, ce qui fait de lui un personnage de roman complexe et attachant. S'il n'est pas d'une pièce, ce n'est pas un grand chevalier blanc qui va aller pourfendre l'esclavage. C'est quelqu'un qui aussi, et je le dis à plusieurs reprises dans mon roman, se demande si son histoire d'amour fonctionne avec Maram, comment il va le dire à ses parents. Comment il va revenir au Sénégal en disant « bon, je sacrifie le destin d'académicien que je me suis fixé par amour pour une négresse au XVIIIe siècle. Comment je vais la ramener à Paris? Est-ce que je ne vais pas être tenté de la blanchir, de lui faire accepter ma religion? Il se pose la question de savoir si il ne va pas la transformer irrémédiablement, et la vraie Maram, celle dont il est tombé amoureux, bien qu'elle soit extrêmement différente de lui, eh bien, va disparaître. Et à ce compte-là, restera-t-il amoureux de cette personne qui l'aura adapté à ce qu'on attend d'elle ailleurs? Donc, toutes ces questions-là, je pense que je les lui ai fait se poser. Et c'est une question qui, je pense, au XVIIIe siècle, peut-être, a traversé l'esprit, parce que le monde est vaste. Et le roman permet peut-être de sortir des images d'Épinal, c'est-à-dire des images où on construit des préjugés sur des grands ensembles. Ce qui m'intéresse, moi, avec le roman, et surtout quand je le situe dans des périodes où la France et les pays européens et des empires coloniaux, c'est que j'essaie de recentrer mon attention sur des personnages qui ont une histoire et dont l'histoire peut-être joue différemment selon leur mentalité, leur éducation ou leur sensibilité avec la grande histoire du colonialisme. Je suis certain qu'il y a eu des Français qui sont tombés profondément amoureux de femmes esclaves. Alors, ce n'était pas de la prédation. C'est pour ça que je veux que Michel Adanson, dans mon roman, en fait, regrette de ne pas avoir eu le temps de courtiser Maram. Je veux aussi qu'il se demande pendant longtemps si Maram, ses sentiments sont réciproques. Après tout, ils ne se sont rencontrés qu'une nuit. Et est-ce qu'elle l'aime? C'est ce doute-là qui le ronge aussi. Et qui nous ronge en tant que lecteur, finalement, aussi. On en sait assez peu de choses. Oui, alors j'essaie de laisser des petits indices pour laisser penser que peut-être, mais ce n'est pas évident. Oui. Vous parliez d'Orphée Eurydice. Maram est quelqu'un qui vient du monde de la mort. Comme Eurydice, elle a vécu quelque chose de terrible. Vous le disiez, elle a été vendue par son oncle après avoir été violée.
Voilà, est-ce que pour vous, en tant que romancier, c'était aussi particulièrement pertinent de prendre une femme comme ça, qui très jeune a été brisée? Oui, alors pour relier votre question à Orphée Eurydice, ce qui est de très particulier chez Gluck, dans son opéra, c'est que la fin est heureuse. C'est-à-dire que Gluck se permet de transformer, à moins que ce soit les Français qui l'aient fait, Molinet dans son livret a peut-être changé les choses. Mais dans le mythe, Eurydice est définitivement perdue pour Orphée, tandis que dans l'opéra, non. Et moi, ce qui me semblait important, c'est qu'il y ait ce lien entre Eros et Thanatos, entre l'amour et la mort très fort, mais que la fin ne soit pas nécessairement heureuse. Parce que, pour les raisons que j'ai dites à l'instant, c'est un amour difficilement possible. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand la fin n'est pas heureuse, eh bien Orphée sort de l'enfer, des enfers, et le mythe continue, c'est-à-dire qu'on sait qu'Orphée se fait déchiqueter par des nymphes, il est trop triste, et toute une série de parties de son corps eh bien, est jetée aux quatre vents. Et certains disent que c'est justement parce que son corps a été déchiqueté et que sa tête a été jetée dans une rivière que la poésie a pu inonder le monde. Et qu'au fil de l'eau, au fil de ces eaux où son corps et sa tête qui chantaient s'écoulent, eh bien la poésie a pu se diffuser. Donc pour moi, il était important, pour être toujours fidèle finalement à ce mythe, que eh bien, cette fin soit difficile, tragique peut-être, mais que pour moi c'était le préalable à la possibilité d'une parole poétique. Enfin, le tragique est pour Maram, parce qu'Adanson, lui, on peut dire qu'il reprend sa vie de bon bourgeois, si je puis dire, mais il finit même avec un certain opportunisme. Je l'ai dit, vous enseignez la littérature du XVIIIe siècle. Vous avez cité Diderot, et voilà, vous le disiez, qui est un compagnon de pensée pour vous. Tous les philosophes des Lumières n'ont pas été à condamner l'esclavage avec autant d'évidence. Est-ce que ce livre, c'est une manière pour vous aussi de mettre en scène le débat intérieur que vous avez avec les grandes figures du XVIIIe et avec les Lumières? Oui. Alors, avant de répondre à cette question, je reviens sur Michel Adanson. Michel Adanson est dévasté. C'est vrai qu'il retrouve une vie et qu'il est dévoré par une passion, qui est celle de la botanique, mais c'est un homme qui a perdu l'amour de sa vie. Bon, donc ça, c'est, je voulais le préciser. Oui, le roman permet peut-être en effet de mettre en scène une difficulté. J'ai déjà écrit en fait sur cette question dans ce qu'on demande de faire dans l'université française, c'est une synthèse de notre recherche. Et quand on passe ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, on est amené à faire comme un récit de la cohérence de notre recherche depuis plusieurs années. Et dans ce texte-là, je me suis expliqué sur le fait que je n'avais pas commencé à travailler sur les questions de les représentations de l'Afrique et des Africains, parce que tous les textes que j'avais pu lire, ou la grande majorité des textes que j'avais pu lire sur cette question, que ce soit des textes écrits par des récits de voyageurs ou d'autres textes, c'était des textes d'une
d'un mépris profond pour les Africains. Des textes où on vous raconte, par exemple, j'ai des exemples assez horribles, je peux les partager avec vous, ça va me soulager peut-être. Sur un bateau négrier, on sait qu'il y avait des instruments destinés à casser les dents de devant pour faire passer de la bouillie, pour maintenir des gens qui avaient décidé de se suicider en ne mangeant pas. Donc ces textes-là, ce sont vraiment des textes horribles. Et j'ai eu enfin un instrument d'entrée dans ces textes qui m'intéressent, ces récits de voyage, cette représentation de l'Afrique, grâce à Michel Foucault. Parce que Michel Foucault a inventé, enfin a donné un instrument d'analyse qui est intéressant, qui s'appelle le régime de véridiction. C'est l'idée que chaque époque a une représentation de la vérité et de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et donc, appliqué, si vous voulez, à cette période, ça me permettait, moi, écrivain contemporain ou chercheur contemporain, de rejeter dans une période des jugements de valeur sur des Africains qui étaient considérés comme vrais et faux. À partir du moment où j'ai eu ce point d'entrée-là, j'ai pu rentrer, en fait, dans l'analyse de ces textes-là. C'est-à-dire qu'il a fallu que je crée une sorte d'échafaudage intellectuel pour rentrer dedans. Mais il n'en demeure pas moins que la fiction littéraire, c'est-à-dire le roman, La Porte du voyage sans retour, me permet aussi, dans le fond, de concilier deux époques différentes. C'est-à-dire de trouver un terrain d'entente entre une époque extrêmement dure par rapport aux Africains et aujourd'hui d'où je la regarde, du point de vue que je prends pour la regarder. Alors, je parlais de Frères d'âme. Maram et Frères d'âme ont ce point commun d'être des personnages qui ont décidé, face à la fatalité, de réagir par la violence. Et ce sont des personnages habités par la colère. Est-ce que cette idée-là aussi d'une violence finalement qui est une fatalité, une violence transmise et reproduite, est quelque chose qui vous intéresse particulièrement ? Alors, dans Frères d'âme, en fait, je mets mon tirailleur sénégalais dans un champ de bataille qui est extrêmement violent. C'est-à-dire que la violence appelle la violence. Et donc, la question que je me suis posée dans Frères d'âme, c'était la suivante. Qu'est-ce qui est violent? Est-ce que c'est le soldat ou est-ce que c'est la guerre? Et j'aurais tendance à répondre que c'est la guerre. Même si mon soldat, en fait, commet des actes de barbarie, il le fait à une échelle humaine, il s'en prend à quelques soldats ennemis, tandis que les bombes qui tombent toutes les minutes sur le champ de bataille, en pluie fine, Blaise Cendrars disait que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre usinière, une guerre industrielle. Bien, toutes ces bombes, elles font 100 000, 1 million de fois ce que fait mon soldat. Et donc là, dans ce cas-ci, la violence appelle la violence, évidemment. Et donc, il faut s'interroger sur la question de savoir qui est sauvage. Est-ce que c'est le soldat ou est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est le monde dans lequel on le plonge qui sont sauvages? Dans La Porte du voyage sans retour, évidemment, la violence subie par Maram est une violence dont elle devient la victime après y avoir échappé. C'est-à-dire que Maram aurait pu ne pas essayer de se venger. Mais le souvenir du mal qu'on lui a fait, eh bien, rend sa vie invivable. Parce que le souvenir, c'est la réitération de la violence subie. Et donc, pour en réchapper, il faut qu'elle se confronte à nouveau avec celui qui a commis cette violence pour bien, lui faire rendre compte ou l'obliger à, dans le fond, payer.
Et alors, on peut revenir à la porte du voyage sans retour. D'après ce que vous dites, qu'est-ce qui interdit l'amour ? Vous avez souligné tout à l'heure que j'étais un peu sévère avec Michel Adanson, mais est-ce que c'est lui et ses limites ? Est-ce que c'est elle et sa fureur ? Ou est-ce que c'est cette société qui interdit, quoi qu'il arrive, l'amour entre une esclave et un homme libre ? Alors, à travers lui, c'est la société. Je pense que c'est le contexte dans lequel se trouvent les personnages qui leur interdit cet amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez encore d'éléments qui leur permettraient de le vivre sans être l'objet de la haine ou en tout cas du ressentiment ou de la violence des gens qui font le monde autour d'eux. Et donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, je pense, dans quelques interventions que j'ai pu entendre, il y a une dimension culturelle, sociale dans l'amour. Et cette difficulté à se rencontrer quand on vient de deux civilisations différentes, elle existe toujours, mais on a des moyens de le surmonter beaucoup plus grandes que ce qu'on avait à l'époque, et notamment au XVIIIe siècle. Et vous montrez bien, et ça c'est quand même assez peu représenté, comment l'esclavage est non seulement la propriété des corps, mais aussi la volonté d'annihiler toute liberté intérieure. Oui, alors là, c'est... pour revenir à des choses très difficiles, quand on lit les récits des négriers et des bateaux qui vont vers les Amériques, c'est vraiment une entreprise de destruction psychique. C'est-à-dire que, peut-être sans l'avoir pensé, ceux qui ont organisé les bateaux, les cales, l'ont fait pour détruire, en fait, casser, en fait, annihiler, en fait, tout ressort chez ceux qui voyageaient. Alors évidemment, enfin, chez ceux qui étaient transportés d'un continent à l'autre. Alors évidemment, ça n'a pas marché dans le fond, parce qu'il y a un sentiment de liberté qui peut renaître. Et j'ai appris d'ailleurs en lisant Michel Adanson que des esclaves voyageaient avec souvent dans un sachet en cuir ou caché quelque part sur eux des graines d'arbres ou de plantes. Et c'est dit à plusieurs reprises dans ces textes. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez ces gens qui sont destinés à une vie horrible l'espoir de reproduire ou de renaître quelque part. Et cet espoir se traduit par cette possibilité qui s'offre de replanter quelque chose ailleurs, sur une autre terre. Alors, je ne vais pas retenir David Diop entièrement par mes questions. Est-ce que vous avez des questions destinées à David Diop ? Il nous reste quelques temps. Et avant que vous alliez signer ce livre, et aussi le Pays de rêve, qui est le dernier livre que vous avez publié, destiné au jeune public. Alors, oui. Alors, attendez, il faut le micro. Oui, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas lu votre livre, mais voilà, je suis très curieux de votre position, qui est un peu atypique en tant qu'intellectuel français qui parle d'une époque au XVIIIe siècle avec le colonialisme et l'esclavage. Et il se trouve que demain, au Sénégal, c'est l'élection présidentielle avec 19 candidats. Et, 17. Ouais, peut-être 17, pardon. Il y en a deux qui... Et qu'on est dans un contexte où l'héritage ou bien la trace de la colonisation occidentale, du point de vue du Sénégal, en tout cas, nous, on n'a pas accès à la représentation que les Sénégalais se font de nous. Et avec le choix aujourd'hui, enfin, dans ce qu'on voit des médias, éventuellement une culture chinoise, une culture russe qui vient quelque part donner des options
dans un choix de développement. Et je voulais savoir si vous, en tant que vous êtes un peu un historien, vous avez un peu beaucoup de connaissances dans les racines quelque part de cette situation-là, et que vous êtes capable de comprendre plus de choses que moi, en tout cas. Et je voulais savoir si vous analysez aujourd'hui la situation au Sénégal comme étant une façon, parce que je vais finir là, c'est écrit que quand même la culture occidentale a trop abusé, a trop fait mal, a trop fait souffrir les peuples africains à travers cette période-là, et que c'est irréversible, et que du coup ils sont quelque part obligés de se tourner vers d'autres modèles que les nôtres. Alors, je ne sais pas si autant la Russie et la Chine proposent autre chose que des modèles économiques. Alors, on ne peut pas résumer en fait les relations entre le Sénégal et plus généralement l'Afrique de l'Ouest à des questions économiques. Or, en ce moment, si vous voulez, il y a une guerre géopolitique et économique entre, en effet, la France, à travers ses anciennes possessions coloniales, la Chine et la Russie. Alors, il y a autre chose que cela. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il y a au Sénégal, c'est qu'il y a aussi une longue tradition de relations avec la France. Et cette tradition, elle se fait par le français, la langue française. Elle est maintenue par cette langue française qui, je le rappelle, est la langue officielle du Sénégal. La langue officielle au Sénégal, c'est le français. Alors, évidemment, si vous allez à l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, il y a des historiens qui vous font une description très précise de l'histoire de ces relations entre la France ou l'Europe, mais la France en particulier, et le Sénégal, jusqu'aux années 60 et au-delà. Et donc, en fait, ce n'est pas une histoire féerique. C'est une histoire avec beaucoup de violence. C'est une histoire d'où peut naître beaucoup de ressentiments. Mais c'est une histoire qui est plus complexe que ce qu'on pense et qui va au-delà, je pense, aussi, de la question de l'impérialisme économique qu'on veut lui associer. La rivalité entre les puissances, elle vient autour de questions économiques, mais je crois qu'il y a des relations très anciennes. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, il y a une diaspora de 200 000 Sénégalais. Alors, de 200 000 Sénégalais qui vivent en France, qui sont Sénégalais avec des titres de séjour, mais qu'au-delà, vous avez 1 100 000 binationaux. Donc il y a vraiment des liens qui sont liés à l'histoire, mais qui ne sont pas nécessairement des liens de suggestion ou des liens associés à une forme de ressentiment. Alors c'est une question difficile, c'est une question complexe. Il y a beaucoup de manipulation aussi de certains politiques qui veulent éventuellement compliquer les choses. Mais d'une manière générale, je dirais que ce que je pourrais dire, moi, c'est qu'il ne faut pas résumer ces relations à simplement des questions économiques. Une autre question ? Oh, merci pour cette très belle description et ces échanges très riches. Et j'aurais souhaité savoir si vous avez un point de vue particulier à l'horizon de votre roman et au sujet de la relation entre la tradition orale et l'écrit. Oui. Alors, c'est une question intéressante sur la représentation qu'on peut avoir de la mémoire historique. La tradition orale en Afrique de l'Ouest, elle se fait par des griots. Vous avez des griots royaux, c'est-à-dire des griots qui sont associés à des familles royales en Afrique de l'Ouest et qui peuvent vous faire la généalogie de familles sur plusieurs siècles.
Et cette tradition-là, elle est soutenue aussi par une musique qui accompagne les chants griotiques. Et c'est une façon de retenir l'histoire passée qui a été dévalorisée pendant la colonisation par rapport à l'écrit. Tous les voyageurs disent qu'ils n'ont pas d'écrit à partir du XVIIIe siècle. Et donc, leur mémoire des choses, dans le fond, se perd, ce qui n'est pas tout à fait exact. La mémoire orale, la mémoire transmise par l'oralité peut être une mémoire assez fidèle et démocratique en même temps, parce que, comme je viens de le dire, elle peut se faire aussi par le biais de la musique, elle est soutenue par un chant, et donc beaucoup de monde peut la retenir. Donc c'est une façon d'appréhender le savoir historique qui est différente et qu'on ne doit pas placer sur un plan de comparaison avec l'histoire écrite. Est-ce que vous avez encore une question? Alors j'ai une technique pour avoir des questions. Je peux vous en faire part. Vous les provoquez? Non, mais j'ai des étudiants, alors je leur dis souvent qu'il y a une question mais n'osent pas la poser. En tout cas, s'il y a une question, ce sera la dernière, parce qu'il y aura ensuite une verrée qui nous attend tous. Ah oui, c'est un beau nouveau mot que nous avons appris tous les deux. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que c'est une verrée? Peut-être qu'il faudrait le dire. Ah bah, je crois qu'ici, ils le savent, c'est nous qui ne savions pas. Mais là, évidemment, si j'annonce un verre, c'est pas pour la question, c'est pas idéal. Hein. Alors, on va se passer. Mais une dernière question, justement. Merci pour cet exposé très intéressant. J'aurais voulu savoir si, quand vous avez écrit ce roman, vous avez pensé à Aimé Césaire et à son fameux livre Peau noire, masque blanc. Alors, c'est Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Non, pas immédiatement. En fait, quand on écrit, il y a une part d'intentionnalité, c'est vrai. Mais cette part d'intentionnalité n'est pas aussi grande que ce qu'on pourrait imaginer. Et on s'en rend compte ensuite en se relisant. C'est-à-dire que moi, en relisant La Porte du voyage sans retour, je me suis rendu compte plutôt que j'avais peut-être une dette que je devais à Madame de Duras pour son roman, dont le titre m'échappe, mais qui va me revenir, Ourika. Ça y est, il me revient. Et au moment où j'écrivais, évidemment, je n'avais pas une mémoire précise d'Ourika. Mais je me suis rendu compte après coup que ce texte-là, qui a été écrit au début du XIXe siècle par une Française, une grande écrivaine, eh bien, avait peut-être influencé aussi le cours de l'histoire d'amour que j'avais inventé pour Maram et Michel Adanson. Ourika est une jeune fille qui est arrachée du Sénégal et qui eh bien, se retrouve finalement à devoir aller dans un couvent parce qu'elle ne trouve pas de réponse à l'amour qu'elle a pour un jeune homme qui est dans l'entourage de sa mère adoptive. Donc, je ne pense pas que Peau noire, masque blanc, qui est un texte qui arrive, si vous voulez, au XXe siècle, dans une actualité où on a une représentation de l'Afrique et des Africains vraiment différente, mais plus influencée que Ourika, par exemple, ou d'autres textes plus anciens. Eh bien, merci beaucoup, David Diop. Et on va vous laisser signer votre livre là-haut. Merci. Merci à vous.